Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée aux poches de sécheresse qui affectent les saisons agricoles. Nous en parlons avec Monsieur Kossi Agbalignon qui dirige l'ONG Agide. Monsieur Agbalignon, alors vous avez au sein de votre structure des solutions innovantes à travers Chamiogro, Sarl. Comment d'abord les présentez-vous, Monsieur Agbalignon? D'accord. Et comme vous l'avez dit au départ, je suis le coordinateur de l'ONG Agide et je suis le directeur général de la société Champigro Sarl. Donc Champigro vient de champignon et du mot anglais grow, growing, c'est-à-dire que faire grandir, cultiver avec les champignons. Voilà. Comment je peux présenter? D'accord. Alors oui, on va aller dans le vif du sujet. Dans le cadre de la gestion de ces poches de sécheresse, vous vulgarisez des biostimulants à base de ces champignons. C'est quoi cette plante? Bon, c'est que notre approche, nous appelons ça la GIFERC, qui signifie gestion intégrée de la fertilité, de l'eau et des ravageurs par les champignons. Donc nous croyons aujourd'hui que la fertilité et la gestion de l'eau doivent marcher de pair, en même temps avec la maîtrise des ravageurs. Je vais m'intéresser ce matin plus à la maîtrise de l'eau et à la gestion de l'eau par les champignons. Oui, allez-y. Nous savons aujourd'hui que les champignons, comme tu l'as demandé, leur relation avec les plantes. Les champignons entretiennent 3 relations essentielles avec les plantes. Nous avons en premier lieu les champignons parasites. Leur rôle, comme on le sait, un parasite vit au dépens de l'hôte à qui il fait des préjudices pouvant conduire à la mort. Donc ces champignons sont les premiers que la science a identifiés et qui sont l'ennemi de l'agriculture. C'est pour ces champignons-là que la science a développé les fongicides pour les détruire dans l'agriculture. Parce qu'ils sont nuisibles aux cultures. Ils sont nuisibles aux cultures. Mais en les utilisant, on a plutôt créé du tort aux cultures sans le savoir. Comment? Je vais vous expliquer. En 2003, j'étais à un atelier de formation sur la culture des champignons à Kpalimé. Puis, un monsieur de Kumakonda, il m'a dit que dans leur enfance, les champignons poussaient beaucoup sous les caféiers et les cacaoyers. Et la productivité des caféiers et des cacaoyers était très bonne. Mais depuis que les fongicides ont été introduits pour traiter les caféiers et les cacaoyers, lui n'a pas appelé fongicides. Lui ne sait pas ce que cela était, que les produits qu'on a amenés. Il a constaté que les champignons ont disparu. Ils ne poussent plus comme avant. Et en même temps, la productivité des caféiers ont baissé. Alors, il voudrait savoir s'il y a une relation entre les champignons qui poussaient sous les caféiers et les cacaoyers et la productivité. La main sur la conscience, en 2003, je lui ai dit que je ne sais pas. Et effectivement, je ne sais pas. Alors, est-ce que maintenant vous ne savez toujours pas? Je le sais. Malheureusement, lui n'est plus là pour que je le dise. Mais donc, vous pouvez le dire pour les autres. Aujourd'hui, ce que nous savons est que, à part les champignons parasites, il y a les champignons saprophytes qui sont dans le sol. Leur rôle est de transformer la matière organique en matière minérale disponible pour les plantes. Donc, le cycle de la fertilité est ainsi résumé. Si nous prenons par exemple un sol, dont on dit sol pauvre, qui ne produit plus, dans le temps, les parents le laissaient faire en jachère. Au bout de 3 ans, 4 ans, la fertilité revient. Mais elle vient d'où? Ça tombe de la pluie? Ça tombe du ciel? Non. Quand on laisse la terre en jachère, les herbacées, les plantes annuelles, eux, leurs racines ne vont pas loin. Rapidement, vous allez voir que ces plantes vont céder peu à peu et laisser la place aux dicotylédones, qui vont devenir plus ou moins des arbustes et évoluer vers tout ce que ça peut donner. Donc, ces arbustes peuvent envoyer leurs racines plus loin que les racines des dicotylédones et autres ne peuvent le faire. En profondeur, ils retrouvent les sels minéraux qu'ils ramènent dans leurs feuilles. Les feuilles vont tomber
Et ces champignons saprophytes vont assurer la décomposition de ces feuilles pour que la nourriture revienne à la surface du sol. Plus loin, il y a le troisième groupe de champignons qu'on appelle les champignons saprophytes et les champignons symbiotiques ou champignons mycorhiziens. Ces champignons s'installent sur la racine de la plante et s'entendent avec la racine. Ces champignons ont besoin de la matière organique, c'est-à-dire le sucre, qu'ils ne sont pas capables de fabriquer. Donc, ils s'entendent avec la plante leur donne un quart de son sucre qu'il fabrique grâce à la photosynthèse qui utilise le CO2 et le soleil. Le CO2 et le soleil ne manquent jamais. Le champignon, en son tour, va absorber l'eau et les sels minéraux qu'il redonne à la plante. Le maître nous a enseigné que la plante ne se nourrit pas à son poil absorbant, mais ce n'est pas comme ça. Dans la réalité, ce sont ces champignons qui s'installent sur les poils absorbants de la plante et qui lui procurent l'eau et les sels minéraux. Ces champignons multiplient par 1000 la capacité d'absorption de l'eau que la plante seule peut faire. Alors, en introduisant les fongicides, on tue non seulement les mauvais champignons, mais on tue les bons. Les bons. C'est ce qui est le problème qui se pose à l'agriculture aujourd'hui. Alors, vous, votre combat, c'est la vulgarisation. Notre combat, c'est la vulgarisation de ces champignons saprophytes et de ces champignons mycorhiziens. Alors oui, la question maintenant, comment utiliser ces champignons en agriculture dans ce contexte de poche de sécheresse qui affecte les cultures agricoles? Voilà. Donc notre approche, nous avons sélectionné les champignons saprophytes et les champignons mycorhiziens que nous avions réduits en poudre. Si vous voulez par exemple semer le maïs, semer le sorgho, vous versez ces poudres de champignons sur le maïs. Dès que vous semez, au moment où le maïs va germer, déjà ces champignons ont déjà germé. Et ceux qui décomposent la matière organique vont commencer par décomposer la matière organique. Ceux qui vont ramener la nourriture à la plante vont commencer par jouer leur rôle. Surtout, le résultat est spectaculaire lorsqu'on fait des sillons. Souvent, quand on fait les sillons, on ferme la terre sur les herbes. Ça marche comme un miracle. Parce que les champignons, une fois qu'ils commencent par se développer, ils trouvent les herbes enfouies dans le sol. Et ils commencent leur travail. Ceux qui vont absorber commencent par absorber. Si la pluie tarde à venir et que l'eau commence par manquer, il y a souvent de l'eau plus en profondeur. Ces champignons sont capables de s'allonger rapidement et d'atteindre des profondeurs où les racines du maïs ne peuvent pas aller. Pour apporter de l'eau. Pour apporter de l'eau au maïs, pour que le maïs leur donne du sucre. C'est obligatoire. Ils doivent amener ça. C'est ça qu'on appelle la symbiose. Chacun dépend de son prochain. Ils doivent apporter ça pour avoir le sucre. Comme en temps de stress hydrique, le soleil ne manque pas, le CO2 ne manque pas. Une fois que ces champignons amènent de l'eau et des sels minéraux au maïs, mais ce maïs prospère tranquillement. Les chats aux alentours vont souffrir, mais les maïs qui portent ces champignons en quantité sur leurs racines ne souffrent pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champignon, dans ce contexte, joue un rôle de fertilisant et en même temps apporte de l'eau aux cultures. Donc, il n'est pas fertilisant, mais il produit la nourriture sur place. Un fertilisant, c'est ce qui apporte directement les sels minéraux à la plante. Ces champignons, eux, ils n'apportent pas. Mais c'est ce qui est disponible dans le sol qu'ils vont explorer, absorber et amener à la plante. C'est pourquoi nous les plaçons souvent parmi les fertilisants. Mais en fait, ils ne sont pas fertilisants au terme classique du mot. Alors, ça veut dire quoi? Ils se comportent comme des fertilisants. Oui, maintenant, celui qui les utilise dans son champ peut se passer du NPK, de tous les autres intrants agricoles? Non. Tu peux les utiliser et amener le NPK. Prenons par exemple un sol où ces champignons n'existent pas, ou bien sont à quantité infime. Même quand tu mets le NPK, qui va pomper ça donner à la plante? À la première pluie, votre NPK est dissous dans l'eau et s'en va.
C'est pourquoi, moi, j'ai vu sur les apps de Gabrieli, où j'ai travaillé. Mais les paysans m'ont dit qu'à la première année, on leur a apporté 6 sacs d'engrais. Ils ont eu jusqu'à 50 sacs et autres. Mais les années qui suivent, le rendement ne fait que baisser. Parce que plus on laboure, plus les champignons du sol meurent parce qu'on les expose au soleil. Donc plus la capacité du maïs qu'on mettra, sa capacité à absorber les sels minéraux diminue. Donc finalement, les paysans se disent que les engrais que l'État leur amène ne sont pas de bonne qualité. Or, ce n'est pas les engrais, mais ce qui doit permettre à la plante d'absorber l'engrais n'est plus dans le sol. Donc ces champignons, vous pouvez les utiliser et apporter encore l'engrais. Avec ces champignons, l'utilisation ou l'absorption du NPK que vous apportez est maximisée. Alors, vous êtes au contact des acteurs du monde agricole. Est-ce que vous avez eu des témoignages par rapport au succès de ces techniques que vous vulgarisez? Oui. En 2015, avec les premières poches de sécheresse, nos travaux ont été très ressentis sur le terrain. Le ministère de l'Agriculture a ressenti vraiment l'effet positif de notre travail. C'est pourquoi le projet PGCT et le projet ADAPT, c'est une composante du projet PADAT, ont pris la GIFERC comme une bonne pratique de gestion durable des terres qu'il fallait vulgariser. Et la GIFERC est parmi les 5 meilleures pratiques dont vous avez parlé. Dont j'ai parlé dans ce document. La GIFERC est là-bas, en bonne position. Cette année où nous sommes, avec les nouvelles poches de sécheresse, nos actions ont été encore ressenties. Parce que nous n'allons pas prier que la pluie ne tombe pas pour que notre action soit ressentie. Bien entendu. Mais si le moment arrive, ça nous permet de nous faire ressentir. Donc aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de témoignages de l'intérieur du pays. À Kanté, les images me sont arrivées. Et à Ngotien, dans le plateau sud-est, j'ai diffusé des vidéos de producteurs qui sont très satisfaits de l'effet de nos produits. À Tchamba, j'ai envoyé nos produits au président des producteurs. Il m'a remercié parce que tous les champs où ils ont utilisé nos produits n'ont pas souffert de la sécheresse comme les autres champs. Avant-hier, un encadreur, un technicien agricole m'a appelé de Soutoubois, qu'un paysan est venu chez le remercier parce qu'il a sauvé son champ. Dans la zone où il travaille, tous les champs ont pratiquement brûlé, mais son champ a marché. Le comportement naturel qu'on a en face de quelque chose de nouveau qu'on nous présente, c'est un peu la réticence. Est-ce que face à ces nouvelles pratiques que vous vulgarisez, vous avez senti une certaine réticence auprès des paysans? Non, au niveau des producteurs, on n'a pas senti de résistance parce que la technique est assez simple. C'est pas compliqué. Les paysans savent toujours comment on peut semer le maïs avec les produits. Ils savaient utiliser Tochipé donc ils savaient. Donc cela n'est pas trop compliqué pour eux. Mais c'est que, comme je l'ai dit, il faut que l'enseignement que les techniciens apportent soit constant dans le temps. Vous voyez, nous avons fait tous ces travaux-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir des techniciens du Haut-Pesako, oubliez ça. Donc, parfois, les paysans se demandent pourquoi il peut y avoir contradiction dans ces choses-là. Le DR, un DR de l'environnement, dont je vais taire le nom, il m'a dit que dans son champ actuellement, cette année-là, à Sokolé, mais dans leur zone, il est le seul à réussir. Au point que 2 femmes allaient au marigot. Arrivées devant son champ, l'une demandait à sa prochaine que comment est-ce que le champ d'un fonctionnaire peut réussir mieux que eux qui sont dans le champ tous les jours. Bon, l'autre dit que les fonctionnaires, peut-être qu'eux, ils ont les moyens et que nous n'avons pas. L'autre dit que non, il n'est pas le seul fonctionnaire. Il y a d'autres fonctionnaires dont le champ n'a pas marché. Et la dernière dit, tu sais d'où il est?
les gens là, ils sont des sorciers. On ne peut pas les suivre. Vous voyez un peu. Donc, partout où ces champignons sont utilisés, c'est comme du miracle. Oui, maintenant, est-ce que on peut imaginer que des paysans produisent aussi des champignons dans leur champ? Bon, ce qui est compliqué, ce sont des champignons microscopiques qu'il faut gérer seulement en laboratoire. C'est microscopique. Donc, une fois recueillis, on les mélange avec du talc pour que cela soit transportable. Mais, j'ai rencontré un paysan qui a fait une expérience extraordinaire à Pagouda. J'avais fait l'enseignement là-bas, au cours du projet ADAPT, dont je parle. Comme j'ai parlé des champignons en général, ce vieux, une fois rentré à la maison, j'avais présenté le tchouk comme un exemple d'aliment ancestral dans lequel il y a les champignons. Donc, une fois rentré à la maison, sa femme faisait le tchouk et il a pris les premiers déchets du tchouk. Il a gardé. Maintenant, après la boisson fermentée, cette boisson contient beaucoup de champignons. Le monsieur a recueilli la lie du tchouk qu'il a mélangé à ce qu'il avait pris premièrement. Et il a formé des boules qu'il a séchées, il a gardé. À la saison pluvieuse, donc il a fait les champs. Une partie, il a fait le maïs, l'autre il a fait et il a déposé une boule à la base de chaque maïs. Le résultat a été extraordinaire. Donc voilà un moyen simple par lequel les paysans peuvent utiliser ces champignons sans recourir forcément à nous. Les paysans font face aux poches de sécheresse qui accroît le stress hydrique en période agricole. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, M. Agbalignon. Quels conseils auriez-vous à leur endroit? Bon, ce que je peux dire aux producteurs, c'est de toujours espérer que ce n'est pas encore la fin. Les solutions sont là. Les solutions arrivent. L'État, eux aussi, est en train de se battre pour que des solutions durables leur arrivent. Moi, je garde espoir que, avec tout ce que nous avons dans ce document que j'ai à la main, si l'État reprend ça, parce que c'est son document. Il ne faut pas faire les documents et les oublier quand les acteurs changent. Non, il faut une constance dans l'enseignement. Et là, ça peut marcher. Les paysans peuvent garder espoir. Moi, j'ai l'assurance que l'agriculteur ne sera pas le plus pauvre de la population. Il peut être aussi parmi les meilleurs riches de la population. C'est le message d'espoir de Kossi Agbalignon, coordonnateur de l'ONG Agide, qui était notre invité sur ce plateau. Merci d'être passé, Monsieur Agbalignon. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.